Bien, bonjour à tous. Donc, je vais commencer par me présenter, si vous le voulez bien. Je m'appelle Gilles Poulain, je suis secrétaire du collectif d'alcoolologie d'Indre-et-Loire et je me suis soigné parce que je suis malade alcoolique il y a à peu près 40 ans, 38 ans pour être précis. Donc, nous allons vous présenter le groupe de parole comme dispositif facilitant l'expression de l'expérience patient. C'est un vaste domaine. Nous sommes tous les quatre plus dans l'aide aux malades alcooliques que dans l'addictologie à proprement parler. Et les circonstances actuelles ont fait que de nombreux intervenants qui devaient participer au mois de juin en présentiel se sont désistés en sachant qu'ils devraient intervenir devant une webcam. Donc, nous ne pouvons pas parler pour eux, mais nous les saluons et nous les remercions tout de même. Donc, bonjour les copains, bonjour les amis, et merci d'avoir répondu quand même à notre appel, même si vous n'êtes pas là aujourd'hui. Donc, on va se présenter maintenant. On commence par qui? Par Corinne. Voilà, donc Corinne Melzer. J'ai fini un sevrage il y a de ça maintenant 9 ans. Je viens de finir une formation de patient expert en addictologie au centre de formation des hôpitaux de Paris, Bichat et Beaujon. Et voilà, je rejoins le collectif en visio tous les jeudis et on partage cette webconférence. Donc moi c'est Alain No, je suis buveur guéri depuis 25 ans au niveau alcool et tabac 17 ans. Et ça fait du bien. Donc je suis le responsable départemental et le responsable de la section de Tour-Centre du mouvement national Vie Libre qui accompagne en fin de compte les malades à se soigner avant, pendant et après la cure. Et on a le siège départemental et la section est à Tours. Et on a une section sur Chinon. Eh bien, écoutez, bonjour, je m'appelle Thierry Batti, je suis membre des Alcooliques Anonymes du groupe d'Orléans Sud. Je suis abstinent depuis 10 ans maintenant et je puis vous assurer que la vie est beaucoup plus belle sans alcool qu'avec ce psychotrope que j'ai consommé pendant trop de temps d'années. Voilà. Donc, les groupes de parole en alcoolologie servent en gros pour les personnes qui cherchent à arrêter leurs produits psychotropes, comme dit Thierry, de passage, et c'est un passage essentiel, à notre avis, pour aller vers des soins. Ce n'est pas une faiblesse que de demander du secours, quel que soit le domaine. Et pour ce qui est de l'addiction, c'est simplement accepter la complexité des relations que l'on a avec des produits, reconnaître sa dépendance ou les difficultés à garder le contrôle dans certaines situations. Alors, je vais m'adresser à Corinne. Ces groupes peuvent être des groupes thérapeutiques, des groupes d'entraide, associatifs ou collectifs. Est-ce que ce sont tous des groupes motivationnels? Oui, ce sont des groupes motivationnels. Alors qu'ils soient thérapeutiques, la différence avec un groupe thérapeutique, c'est qu'il y a donc un thérapeute, il y a des thèmes abordés à chaque groupe. Ce sont des groupes qui se passent toutes les semaines. Et effectivement, de toute façon, c'est la même chose par contre pour le groupe d'entraide en association que pour le groupe thérapeutique. Le but, c'est de recréer le lien et de mettre en exergue le désir d'arrêter ou de moins consommer le produit. Il réhumanise aussi beaucoup, sans jugement. Voilà, en gros, c'est exactement la même façon de fonctionner, sauf pour le groupe thérapeutique, il y a un thérapeute qui se joint. D'accord. Bon, alors Alain, donc vous organisez des groupes. Où les organisez-vous et comment les organisez-vous? Combien de personnes qui participent à ces groupes? Alors, sur les groupes de parole sur l'Indre-et-Loire, il y en a sur Sainte-Maure, il y en a sur Descartes, il y a Joué-les-Tours, il y a Tours, Sanitas, il y a aussi Bléré. Donc, en fin de compte, c'est à des jours bien précis. C'est souvent le vendredi soir pour pratiquement tous les groupes, sauf 2 qui sont le samedi matin. Mais autrement, c'est toujours les mêmes lieux, les mêmes jours et les mêmes horaires. Comme ça permet en fin de compte aux malades d'avoir des repères. Et puis les groupes, ça va dépendre des endroits. Il y
des groupes où on va être une quinzaine de personnes, d'autres où on va être 4, 5, ça va dépendre. C'est jamais régulier. Il y a, sur Jouer les Tours, ils sont des fois une quinzaine. Mais ça n'empêche pas, en fin de compte, d'avoir il y a le groupe a une bonne ambiance et c'est vrai que ça amène, à partir du moment où il y a une bonne ambiance dans le groupe, ça amène un peu plus de malades. Ça amène de la dynamique. De la dynamique, oui. Alors, souvent on entend c'est mon problème, je ne vois pas ce que je vais faire dans un groupe, je ne vois pas ce que parler de ma situation aux autres va m'amener. Et puis merde, je m'arrête quand je veux. Hein, c'est souvent ce qu'on entend. Effectivement, les personnes addictes ont l'impression de gérer, mais elles ne disent jamais je reprends quand je ne veux pas. En gros, c'est ça. Hein. Est-ce que le groupe peut mettre le doigt sur cette douleur, sur ce qui fait mal? Alors, le but du groupe, c'est de ne pas faire du mal non plus, mais effectivement, quand on va à un groupe de parole, c'est prendre le risque de se dire je vais retrouver que des gens qui sont dépendants. Et au départ, moi, est-ce que j'y suis vraiment? Donc, c'est ça qui va être difficile aussi pour y aller. Et donc, c'est une identification qui se fait. Alors, soit avec une personne qui va se dire, tiens, elle est rétablie, cette personne-là, elle va vachement bien. Moi, je peux me projeter comme ça. Ou soit quelqu'un qui est un peu plus encore ancré dans la maladie et il y aura un miroir qui se fait avec des astuces et différentes choses qui pourront aider le patient à être au mieux avec la maladie. D'accord. Donc, en fait, ce sont les récits des patients qui vont renforcer l'appartenance au groupe. Le groupe va chercher à déculpabiliser le malade. Ouais. Par la parole, en somme, à transformer sa honte en fierté. Le groupe offre des horizons nouveaux, mais des jours meilleurs en perspective. Alors, Thierry, une journée à la fois, ça peut être un objectif. Est-ce qu'on peut considérer que le groupe est une thérapie? Alors, oui. Pour le groupe, je parle pour le mouvement des alcooliques anonymes, on parle de notion de 24 heures, parce que si je dis à un malade alcoolique plus jamais tu ne boiras de ta vie, ça paraît inconcevable et inhumain. Donc en fait, on part du principe qu'on propose aux malades d'essayer de ne pas boire pendant 24 heures. Et si ces 24 heures paraissent aux malades encore une échéance trop longue, on lui demande de couper cette journée en 12 heures, voire 6 heures, voire moins. Et par exemple, certaines personnes nous disent « mais pour moi, c'est encore trop difficile ». Donc, on lui dit ça a été mon cas, par exemple, j'ai commencé par ne pas boire pendant 1 heure. Et je me suis dit « Thierry, tu n'as pas bu pendant 1 heure, essaye l'heure suivante ». Et petit à petit, en fait, s'instaure une espèce de confiance en soi qui appelle à la persévérance. Et la persévérance nourrit une nouvelle fois la confiance. Donc, effectivement, cette notion d'objectif des 24 heures ou de courte durée est humainement acceptable, alors que si on propose à un malade alcoolique de ne plus boire de toute sa vie, c'est inimaginable et inhumain. Alors, est-ce qu'on peut concevoir les groupes de parole comme une forme de thérapeutique? Là, même chose, je répondrai par l'affirmative et en plus c'est gratuit. Mais par contre, ce n'est pas suffisant. Je crois que la maladie, l'alcoolisme, le groupe de parole est une notion indispensable parce qu'elle permet d'une part d'éviter l'isolement, de profiter de l'expérience des autres membres du groupe de parole, de faire part de son expérience. Et c'est également un trait d'union entre les patients, les malades, et puis le corps médical. Rien ne nous empêche, au niveau des groupes de parole, de pouvoir orienter un malade vers des structures médicales, comme l'AMPA, par exemple, comme les CMP, etc. C'est quelque chose de très important. Ce qu'il ne faut pas oublier que nous, en tant que groupe de parole, nous sommes là pour apporter une écoute particulière, de faire part de notre expérience. Par contre, on n'a aucune compétence médicale. Et c'est pour cela qu'en fait, on se doit, pour chaque groupe de parole, d'être informé sur toutes les structures médicales qui
qui peuvent servir le rétablissement du malade alcoolique. D'accord. Alors, je vais peut-être m'adresser maintenant à Alain. La première démarche d'un groupe, c'est souvent une épreuve pour quelqu'un qui n'a jamais poussé la porte. Les nouveaux sont quelquefois bloqués et hésitent à parler par crainte d'être jugés. Est-ce qu'on peut parler de groupe d'écoute ou de groupe de parole? Et qui sont les personnes qui composent ces groupes? Ce que demandent souvent les gens aussi quand ils arrivent, si j'ai un problème, est-ce que je vais pouvoir appeler un membre? Parce qu'il y a effectivement la démarche est très difficile à faire pour un malade, parce que le problème, c'est qu'il a peur de sa maladie. Il a peur, il a honte de sa maladie, il a peur d'être montré du doigt. Et c'est vrai que c'est un petit peu… On a une image du malade alcoolique, en fin de compte, qui n'est pas la bonne. On a l'image, effectivement, du SDF, il n'est pas obligatoirement dépendant d'ailleurs, mais c'est le SDF qui est écroulé le long du mur avec sa bouteille ou n'importe. Et on voit pas on a cette image-là, on ne voit pas celle du médecin, celle du chef d'entreprise, ainsi de suite, qui est malade lui aussi. C'est de l'alcoolisme mondain qu'on appelle, mais il est malade tout pareil. Et ce n'est pas cette image-là qu'on a, on a une image dégradante. Ce qui fait qu'en fin de compte, le malade, il prend ça pour lui. Et pour lui, s'il est dépendant, s'il est malade alcoolique, c'est que c'est une tare ou un vice où il n'a pas de volonté. L'image n'est pas la bonne. Et c'est vrai que la démarche pour venir nous voir, pour venir dans les centres dans les groupes de parole, n'est pas toujours simple. Il y en a quelquefois qui sont venus, des fois en étant alcoolisés, parce que ils se sont donné du courage pour venir. Donc à partir du moment où on ne va pas le mettre dehors, à partir du moment où il ne perturbe pas la réunion, on va continuer, on va l'écouter s'il a envie de parler aussi. S'il perturbe la réunion, on va le prendre à part, on va discuter avec lui, puis c'est bon, ça va se calmer. Mais c'est vrai que le malade de la démarche est très difficile à faire. Après, c'est pareil, alors c'est un groupe de parole où, oui, groupe de parole, groupe d'écoute, on écoute effectivement, on va écouter le malade s'il a envie de parler, parce qu'on ne va pas le forcer à le faire. S'il a envie de raconter son histoire, de raconter un petit peu son parcours, et puis voir comment on peut l'aider, c'est au contraire. Mais c'est vrai qu'on ne va pas le forcer à le faire. Donc, il y a des fois, il commence à écouter, et puis au bout d'un quart d'heure, il va se sentir bien dans le groupe, et puis il va commencer à parler. C'est souvent le cas. Mais autrement, alors c'est pour ça, entre groupe de parole et groupe d'écoute, c'est un petit peu pour moi, c'est un peu la même chose, parce qu'en fin de compte, on va plus faire un échange avec le malade. Ça va surtout être ça d'ailleurs. Et puis essayer de voir comment on peut l'aider, que ce soit vers lui expliquer en fin de compte les différentes cures qu'il peut y avoir, que ce soit la cure ambulatoire, la cure hospitalière, et puis voir comment il est, mais si on veut, on va essayer de l'orienter, après il ne faut pas de l'orienter, mais du coup de l'orienter vers un médecin oncologue, pour qu'il choisisse. On va lui expliquer aussi les différents centres de soins avec lesquels on travaille, qui ont des approches un peu différentes pour certains. On en a un sur l'Eure-et-Loire, il est Combré, où en fin de compte c'est 28 jours, mais c'est un travail psychologique énorme. Alors que sur les autres, c'est 3 mois, le travail n'est pas le même. Donc après, c'est lui qui va choisir. C'est pas nous qui allons lui imposer, lui dire il faut aller là ou là. C'est pour ça qu'en fin de compte, on va surtout l'écouter, essayer de trouver des solutions et essayer de voir comment on peut l'aider et de quelle manière on peut l'aider. Okay. Et c'est vrai que et s'il y a aussi, quand il vient dans le groupe, alors après c'est pareil, c'est un échange qu'il peut y avoir avec les personnes qui sont là. Il suffit qu'en fin de compte, il ait une personne dans le groupe qui a les mêmes loisirs, les mêmes activités ou n'importe, il peut prendre un numéro de téléphone, échanger les téléphones. Puis si ça ne va pas, s'il y a un jour où il est vraiment pas bien et qu'il a besoin d'appeler, il peut appeler. C'est pas… On a façon, on lui donne une plaquette où il y a plusieurs numéros de téléphone, il a ce qu'il faut pour appeler si jamais ça ne va pas. Très bien. Alors, tout à l'heure, tu as parlé d'alcoolisme mondain. C'est vrai que c'est une expression qu'on entend très souvent. Médicalement, ça n'existe pas, l'alcoolisme mondain. Hein, on est alcoolique ou on ne l'est pas, mais bon, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Ouais. Et tu as eu raison d'en parler, Alain. C'est pour ne pas mélanger les deux, en fin de compte, c'est ça. C'est les deux catégories d'humains. Il y a l'ouvrier, si on veut, et puis il y a ceux qui sont au-dessus. Il y a celui qui boit du champagne, il ne consomme pas le même produit, la qualité n'est pas la même. Mais la maladie à la fin est la même. Le résultat est le même. Voilà. Alors, donc,
comme disait Alain, donc c'est assez fréquent qu'un malade, pour pouvoir franchir la porte, pour pouvoir accéder à un groupe, prenne de l'alcool ou prenne un shoot quelconque. Un animateur de groupe peut lui aussi rechuter, hein, c'est une maladie. Hein, un médecin cardiologue peut être cardiaque, hein, ça n'exclut rien. Comment est-ce que vous accueillez une personne qui manifestement est ivre ou sous l'emprise d'une autre drogue que l'alcool? Parce que l'alcool, c'est une drogue. Hein. C'est même une drogue dure. C'est une drogue dure, tout à fait, Alain. C'est même le plus dur. Alors, Corinne, est-ce que tu peux nous répondre à ça? Comment est-ce que vous accueillez quelqu'un qui est ivre ou sous l'emprise d'une drogue? On l'accueille exactement de la même façon. Évidemment, de toute façon, le groupe de parole, c'est le partenaire de soins dans ces cas-là. Donc, même s'il n'y a pas eu des liens vraiment tissés au départ avec la personne, mais normalement, s'il y a une rechute, ou on peut dire consommation, une nouvelle consommation, parce que rechute, j'aime pas trop ce mot, voilà, la fraternité des liens vont faire qu'on ne va pas le laisser, on va pas le laisser tout seul s'il est là, enivré ou malade, à parler. Ou alors s'il dérange le groupe, on va le prendre à part. À ce moment-là, un des participants va le prendre à part. Et là, il y aura quelque chose d'individuel qui va se mettre en place. Mais on ne les laissera pas sur la touche. On va juste expliquer que pour l'instant, tu ne peux pas participer au groupe parce que tu es trop enivré. Mais normalement, la personne sait, elle connaît les règles. Donc, même si elle participe, la personne se mettra plus ou moins en avant ou pas. Donc, elle participera, mais il est hors de question qu'on le laisse sur la touche, en fin de compte. D'accord. Si vraiment c'est gênant pour le groupe de parole, on fera un entretien individuel à ce moment-là. Et voilà, quoi. D'accord. Mais bon. Effectivement, les consommations peuvent… c'est une maladie chronique. De toute façon, ça arrive. Ça arrive qu'il y ait consommation à nouveau, qui sont temporelles. C'est sur un temps donné. Et à ce moment-là, le tout, c'est d'être là, toujours. D'accord, d'être toujours présent. Donc, toujours présent. Développer l'empathie au sein du groupe, hein, et amener petit à petit le malade à s'exprimer, à parler de son itinéraire, de sa motivation, de l'objectif vers lequel il tend à aller. Donc, dans un groupe, le flicage ou le déni n'ont pas leur place. Hein, ce sont des groupes d'entraide. Une surveillance, un accompagnement bienveillant doit être le fil conducteur, mais il n'est pas non plus question d'être gentil et de tout accepter. Pas question non plus d'être directif et que les propositions émises ne sont que des suggestions. Alors Thierry, le groupe doit provoquer des échanges entre anciens et nouveaux pour renouveler sa dynamique. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire là-dessus? Alors oui, effectivement, tu fais bien de parler de bienveillance. Tu fais preuve de bienveillance, d'écoute, mais surtout pas de compassion, de pitié, ni d'apitoiement. Tout à fait. Parce qu'en fait, le malade en lui-même, c'est ce qu'il recherche. Il ne faut pas oublier que la maladie de l'alcoolisme, c'est une maladie à prétexte, et notamment l'apitoiement en fait partie. Lorsqu'un nouveau patient arrive pour la première fois, lorsqu'il va franchir la porte d'une salle d'une réunion, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir des personnes autour d'une table. Si ces personnes autour de la table font la gueule, excusez-moi du terme, ça ne va pas l'inciter à revenir. Par contre, s'il voit des personnes qui sont enthousiastes, qui respirent la joie de vivre et qui parlent de leur expérience en toute liberté et avec facilité, ça va l'inciter à persévérer dans l'appartenance en appartenance, ou en tout cas à revenir les fois suivantes. On parle de bienveillance, mais par contre, on parle aussi d'une manière assez directe. Il faut rappeler que l'alcoolisme est une maladie incurable, irréversible et 100% mortelle. Donc ça, forcément, on n'accueille pas le nouveau patient avec cette phrase-là. Sinon, si on m'avait accueilli comme ça, autant vous dire que j'aurais fait demi-tour. Donc, petit à petit, voilà, c'est ce qu'on essaie de lui inculquer. Et on essaie aussi de lui inculquer que le meilleur médicament du malade alcoolique, c'est le malade lui-même. C'est de faire en sorte qu'il se prenne en charge et qu'il choisisse sa thérapie, celle qui lui convient. Alors, ça passe par les groupes de parole, ça passe pour échanger les différentes expériences, ça peut passer par son généraliste,
notamment où sont jardiniers de famille ou un médecin addictologue. Ça peut passer par des organismes comme le CMP ou l'AMPA pour régler des traumatismes, parce que souvent, il ne faut pas oublier qu'un malade alcoolique est un malade victime de ses émotions. C'est pour ça qu'il utilise l'alcool comme psychotrope. Alors, comment se passe le dynamisme de nos groupes de parole? Tout simplement, on n'oblige aucun patient à venir nous voir. Par contre, si un patient demande de l'aide, nous, on se doit d'être les premiers à tendre la main pour l'aider. Parce qu'on connaît la souffrance du patient, on est passé par là, et donc on peut lui faire part de notre expérience. Pas plus tard qu'hier soir, par exemple, je suis allé au centre de cure de Paul Cézanne, qui dépend du centre de psychiatrie d'Orléans, pour présenter le mouvement des alcooliques anonymes. Alors, un groupe de parole, il ne faut absolument pas que ça ressemble à une tribu indienne avec le dernier des Mohicans, c'est-à-dire que lorsque le dernier des Mohicans décède, le groupe disparaît. Non, en fait, il faut qu'il y ait une dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, petit à petit, les anciens vont laisser la place de service aux nouveaux qui arrivent. Alors, ça incite quoi? Ça incite déjà le nouveau à s'investir de plus en plus dans le mouvement et puis de transmettre le message. C'est ça qui est important. C'est la transmission du message. Alors, au niveau des alcooliques anonymes, c'est ce qu'on appelle la 12e étape, ça correspond à la 12e étape. Alors, on ne fait aucune publicité, mais par contre, on essaye au maximum de transmettre le message. Le dynamisme, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de présenter des groupes de parole, quels qu'ils soient, au centre de cure, mais également aux médecins généralistes et à d'autres structures comme les CMP, comme l'AMPA, etc., etc. OK. OK. Donc, alors, là, on a parlé essentiellement d'une abstinence totale, mais parler de cette abstinence totale, ça peut être quelque chose de clivant. Hein. Aujourd'hui, on parle quand même aussi beaucoup de la réduction des risques. C'est une option, Corinne, qu'on peut envisager aussi. Oui, oui, oui. Alors, oui et non, clivant, oui et non, parce qu'en fin de compte, voilà, la réduction des risques, enfin, c'est plutôt de consommation contrôlée, en fait. Ouais. On peut parler de consommation contrôlée. Il y a des gens pour qui ça va être plus facile, comme tu disais tout à l'heure, Thierry, de dire, ah ben voilà, à jamais c'est fini. Moi, j'ai entendu plein de fois, ah ben je vais plus rigoler, je vais plus être libre. Mais voilà, même si nous, on sait que c'est le contraire, pour les personnes au départ, c'est ça. Donc, clivant, oui et non, parce qu'en fin de compte, voilà, vaut mieux encore prévoir une consommation contrôlée et amener la personne tout doucement à se rendre compte par elle-même que le mieux, c'est quand même d'arrêter que dire, bah non, abstinence tout de suite, voilà, tu y arriveras que si tu touches pas une goutte d'alcool. Ça, c'est très, très difficile à entendre. Une personne se construit avec l'alcool pendant des années et tout d'un coup, ah bah non, ah bah, mais comment je vais faire avec mes émotions? Comment je vais faire avec ma façon de fonctionner? Ça va être très, très délicat de tout d'un coup changer tout du tout de la personne. Donc, voilà. Puis, il y a aussi, voilà, en gros, c'est ça. OK. Bon, on va être obligé de passer quelques questions parce que voilà, on arrive pratiquement à la fin du temps qui nous était imparti. Moi, j'aurais quand même aimé parler un petit peu des termes, hein, du langage en alcoolologie. Hein, souvent, on entend parler de combat, de victoire, de vaincre la maladie. Moi, je pense que ce sont des termes qui peuvent culpabiliser les gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Hein, ce sont des termes guerriers. Et, alors, Thierry, est-ce qu'on ne pourrait pas parler de tout ça en d'autres termes? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, la famille parle, oui, il continue à boire parce qu'il n'a pas la volonté d'arrêter de boire. C'est faux, c'est complètement faux. Tout malade alcoolique, lorsqu'il met le pied, lorsqu'il se lève le matin, la première chose à laquelle il pense, c'est d'arrêter de boire. Le problème, c'est que voilà, tout seul, on n'y arrive pas. C'est pour ça que nous, on parle plutôt un désir d'arrêter de boire. Ce n'est pas un combat, ce n'est pas une lutte, c'est perdu d'avance. D'ailleurs, on parle souvent de déni, et pour combattre ce déni, il faut admettre qu'on est impuissant devant le produit
et qu'on a perdu la maîtrise de sa vie. Alors, et de dire également au malade qu'il est victime d'une maladie. Ce n'est pas de sa faute. Donc déjà, de parler de maladie, ça permet aux patients de se dire « ce n'est pas de ma faute, je suis malade, je suis victime d'une maladie ». Ça, c'est très important et ça permet pour lui de se déculpabiliser un petit peu. Ensuite, moi, je préfère parler de lâcher prise plutôt que de lutte et de combat. Parce qu'en fait, si la personne passe des années à lutter contre la maladie, à combattre la maladie, et qu'à chaque fois, ça se traduit par un échec, elle va s'épuiser. Alors que si on parle de lâcher prise et de se dire, eh ben, je vais me référer à des structures qui vont pouvoir m'aider, et donc de laisser faire, voilà, de demander de l'aide. Déjà, premièrement, c'est un acte de courage, c'est un acte d'humilité et généralement, ça fonctionne. Ok, donc on va peut-être voir les questions. Merci Clarisse. Alors, les addictions ne sont pas toujours perçues comme une maladie, vrai? C'est un petit peu le problème, effectivement. Ouais, bah oui, c'est vrai que l'alcool n'est pas considéré comme une drogue pour beaucoup. Oui, l'alcool n'est pas considéré comme une drogue. Et puis je pense que, je ne coupe pas la parole, mais je pense qu'effectivement, ce qu'on voit dans les addictions, c'est la personne qui prend son verre, c'est celle qui va prendre de la coke, c'est celle qui va fumer. On ne voit pas le pourquoi. Le pourquoi, c'est parce qu'on a besoin de ce produit-là. Le problème, c'est que ça, on ne le voit pas. Le problème, effectivement, c'est que les 3/4 du temps, c'est que la personne est mal dans sa peau. On a tous commencé pratiquement à boire pour avoir, à consommer ces alcools pour avoir l'impression d'aller mieux. Pour justement, ça peut être une petite enfance, ça peut être de la timidité, ça peut être plein de choses. En fin de compte, ça nous donne la possibilité justement de faire des choses qu'on ne ferait pas en temps normal. Ça permet aussi d'oublier quelque chose, des situations plus ou moins graves, ou quelque chose qui est assez douloureux. Ça, c'est vrai que comme antidépresseur, il n'y a pas mieux. Ouais. Et ce qui est important, effectivement, pour le malade, s'il veut vraiment s'en sortir, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi il consomme. Pourquoi il a consommé. Ça, ça permet d'évacuer plein de choses, de régler aussi certains problèmes qui remontent à la surface régulièrement. Et ça fait vraiment du bien. Alors, et ça permet de tenir le coup. Il y a une autre question là qui est quels sont les points communs entre toutes les addictions? Alors bon, c'est vrai que ça c'est quelque chose, on va peut-être avoir du mal à répondre. C'est justement le fait d'être mal dans sa peau. En fait, c'est une addiction à partir du moment où on est dans l'incapacité de maîtriser sa consommation. C'est qu'en fait, quel que soit le produit. Quel que soit le produit, il faut savoir que lorsque quelqu'un utilise l'alcool, il l'utilise au départ comme un psychotrope. Un psychotrope, c'est un médicament. Et il l'utilise comme un médicament pour pouvoir vaincre sa timidité ou pour pouvoir oublier un traumatisme, etc. Donc, il le voit comme un médicament à part entière. Sauf que ce médicament se transforme rapidement en poison. Et le plus dur ensuite pour lui, c'est de sortir de cette prison. Parce qu'il ne faut pas oublier que quelle que soit la drogue dure utilisée, cette forme de liberté qu'on pensait trouver en utilisant les premières fois ce produit-là, se transforme très rapidement en prison, et en prison obsessionnelle. C'est pour ça que moi j'aime bien dire que l'alcoolisme est tout d'abord une maladie neurologique. Elle est obsessionnelle. Lorsque j'étais dans l'alcoolisme, je mettais toute mon intelligence et toute ma force dans le fait de ne jamais manquer d'alcool et de pouvoir toujours, quel que soit le moment de la journée, consommer en toute liberté. Alors on invente plein de cachettes. Oui, c'est une maladie à prétexte. Ah oui, bah oui. Et il y a ça, et c'est vrai que c'est pour ça que à Villivre, on dit qu'on est buveur aguerri, parce qu'en fin de compte, on a retrouvé cette liberté de boire ou de ne pas boire, ce qu'on n'avait plus avant. Et c'est vrai que ça fait quand même du bien. Bah oui, tout à l'heure, là, quand je me suis présenté, je disais il y a 40 et il y a 38 ans, je ne sais pas exactement. Moi, je dirais, parce que quand on aime la vie comme je l'aime maintenant, on ne compte plus. Voilà. Contre, donc, je ne sais pas exactement. Il y a des gens qui… Je ne suis pas tellement d'accord avec… on a retrouvé la liberté de boire ou de ne pas boire. Oui.
Bah non, pas de compte. Bah, le boire ou le pas boire, parce mais que C'est pas boire de toute façon, parce que Oui, pas boire. Il y a plein on de a produits. retrouvé une liberté, mais c'est En tout cas, on s'offre le choix. C'est voilà. important. Oui, on a le mais choix, c'est c'est ça, plutôt oui. Alors que lorsqu'on est dans On n'avait l'alcoolisme, pas le choix. on n'a pas le choix. On se sent obligé de boire pour se sentir Oui. bien. On est obligé d'avoir un produit pour pouvoir tenir. Ou Alors- on boit on boit ou on consomme sa drogue pour se sentir moins mal. Je ne sais pas si c'est Oui, pour c'est se ça. sentir bien. Oui, c'est pour être un peu mieux. Les Grecs appelaient ça le pharmacon. Mhm. C'est un produit qui est à la fois un remède et un poison. Et je crois que tous les produits, tous ces produits-là sont dans ce domaine de soulager et d'empoisonner en même temps. Alors, il y a une question aussi qui est comment une personne addicte aux jeux vidéo peut soutenir un malade alcoolique. Alors, moi, je dirais que Bah, si, moi, ouais, je le fais en ce moment d'ailleurs, parce qu'en Ouais. fin de compte, c'est vrai qu'au départ, voilà, je ne soutiens pas que les malades alcooliques, c'est souvent même autre chose. Et en ce moment, justement, j'ai quelqu'un autour de moi qui est addict au jeu et c'est le même processus en fait. Hein, sauf que c'est la même descente, c'est la nuit aussi, c'est caché, on ne dit pas. Il y a un certain aussi déni parce qu'on ne le dit pas. Il y a autant de sous qui partent. C'est exactement la même chose en fait. Voilà. Donc, Alors, moi, je vois pas la on va faire différence. vite là parce qu'on a une autre question qui me paraît aussi intéressante. Comment l'entourage familial est-il accompagné par vos mouvements respectifs? Alors, effectivement, il faut savoir que l'alcoolisme ne concerne pas que le malade par lui-même. L'alcoolisme, en fait, touche également l'épouse ou l'époux du malade, les enfants et l'entourage proche. C'est pour ça qu'il y a également des groupes. Alors, moi, je peux ne citer que le groupe Alanon, qui est un groupe parallèle aux alcooliques anonymes, qui accompagne en fait les personnes qui vivent sous le même toit qu'un malade alcoolique. Donc, ces groupes-là vont, par exemple, expliquer ce qu'est la maladie et surtout leur dire que le malade a toujours la volonté, enfin, c'est pas une question de volonté d'arrêter de boire, c'est un désir d'arrêter de boire et vont l'orienter vers un vocabulaire plus approprié pour aider le malade plutôt que de le culpabiliser. D'accord. Et puis alors, une dernière question, il y a aussi, parce qu'on a plus de 2 minutes. Il y a Alanon, mais il y a aussi les groupes entourage. Hein, par exemple, à Beaujon, comme à Bichat, il y a le groupe entourage. C'est pour les gens qui suivent un cursus hospitalier en addictologie. Et la famille peut venir une fois par mois. C'est une fois par mois pour justement comprendre un peu le vocabulaire aussi, pour aussi, parce qu'en fin de compte, c'est la codépendance tout simplement, pour aussi comprendre un peu mieux le malade, pouvoir se faire plaindre aussi, parce que c'est pas évident d'être effectivement un aidant dans la famille. Alors, il y a une autre question là. Est-on obligé d'avoir bu pour aider un buveur? Non. Non, parce que après, c'est à partir du moment où ce qu'il faut surtout, c'est que la personne qui n'a pas bu mais qui veut aider un malade, il faut qu'elle connaisse la maladie. C'est souvent des fois un conjoint ou en tout cas quelqu'un de la famille qui a vécu, enfin qui a subi la maladie de l'autre. Là, dans ces cas-là, il va comprendre il va mieux comprendre la démarche qu'il a à faire. D'accord. C'est vrai que quelqu'un qui n'a jamais bu, ça va être difficile. Oui. Mais il peut y arriver à partir du moment où il a côtoyé la maladie alcoolique. D'accord. Donc là, en ce moment, on est en période de Covid. On pourrait dire, que tu disais, pour rappeler ce que tu disais, Corinne, que les personnes codépendantes, en fait, sont atteintes par un variant de la maladie alcoolique. C'est ça. C'est ça. Bon, bah, écoutez, Alors, je pense qu'on est dans les temps. Hein. On a été très performants. Juste rajouter un petit truc. C'est vrai qu'à Villivre, on n'a pas de groupe spécial pour l'entourage. Par contre, on rencontre l'entourage s'il y a besoin. Ça ne pose aucun problème. Et par contre, on a un groupe spécial femmes. Où là, ils ont le premier mardi, c'est du théâtre pendant 2 heures. Le deuxième mardi, c'est une permanence ou des activités. Et le troisième mardi, c'est un groupe de parole. Et là, c'est réservé qu'aux femmes. Alors, il y a une autre question là qui est arrivée. Là, quelle posture conseillez-vous aux aidants familiaux? Rôle culpabilisateur. Alors, je ne sais pas s'ils sont tous
culpabilisateurs, familiaux. Surtout pas. C'est justement là où Surtout pas. le fait de les rencontrer et de pouvoir discuter avec eux. Non, ben voilà, c'est ce que tu viens d'expliquer, Alain. Il faut connaître la maladie, être persuadé que la personne est malade. On ne va pas reprocher à quelqu'un qui est cardiaque ou cancéreux de faire une rechute. Donc, ben voilà, il faut Oui, vraiment mais- rester ouais. dans cette position Il de y a maladie. l'historique aussi avec C'est la ça. maladie alcoolique. Oui. C'est voilà, t'es pas courageux, Ouais, c'est bah la oui, maladie du vice, c'est parce c'est que ce tu qu'on sais rien c'est ce- faire d'autre de c'est tes ce 10 qu'on disait doigts, tout à l'heure. sans penser à la sensibilité, aux émotions et tout ça. Donc maintenant que on sait enfin que c'est une maladie, enfin les gens commencent à comprendre que c'est une maladie, voilà, on peut commencer à parler un peu avec les familles, avec l'entourage. Et ça, c'est déjà pas mal parce Mais que ça, c'est. c'est encore dur. Et c'est encore dur, ouais. Il y a aussi une chose à savoir, c'est que seul le malade lui-même peut se dire malade alcoolique. Ouais. On peut très bien être malade, enfin buveur excessif, sans être malade alcoolique, mais sous forme de certaines questions qu'on se pose à soi-même, on se dit malade alcoolique. Personne d'autre peut le dire à notre place. OK, eh bien merci. Merci à vous. Merci beaucoup.